Salut tout le monde et bienvenue à une deuxième vidéo. La sortie du film Dune partie 2 est bientôt à nos portes et j'ai pensé que le moment était opportun pour parler du premier Dune. Non, pas celui-là. Je voulais parler bien entendu de la toute première adaptation en film du fameux roman de Frank Herbert, la version de 1984, réalisée par nul autre que M. David Lynch. Ici, on a un film qui non seulement a enragé tous les fans du roman, mais aussi ceux qui l'ont jamais lu. Avant que le film sorte, le projet d'adapter le livre a longtemps été planifié et a même failli être adapté par des réalisateurs comme Alejandro Jodorowsky, célèbre pour des films d'une créativité sans borne comme El Topo et La Montagne Sacrée, pour qui le projet tenait vraiment à cœur. Il a également été proposé à Ridley Scott, mais encore une fois, le projet n'a jamais abouti. Mais voulant à tout prix adapter le roman à succès, le studio Universal a décidé de présenter le projet à M. David Lynch, après avoir vu ses films précédents, Eraserhead et The Elephant Man. Lynch, après avoir lu le livre, a tout de suite sauté sur l'occasion et a écrit et réalisé le projet. Mais adapter un roman aussi complexe que Dune en un seul film, je veux dire, un livre avec une histoire aussi complexe, autant de personnages, une atmosphère si riche, en un seul film, ça se révélait être un très gros défi. Je veux dire, Denis Villeneuve a eu la très bonne idée de faire ça en 2 films de 2 heures et demie chaque, parce que honnêtement, capturer l'essence du livre en moins de temps que ça se révélait être un très gros défi. Ici, il a fallu le faire en seulement 2 heures et 17 minutes. Pour réussir à capturer l'essence du livre en si peu de temps, ça prendrait beaucoup de créativité et beaucoup d'imagination. Et ça tombe bien parce que le monde du cinéma a rarement eu d'esprit aussi imaginatif et aussi créatif que celui de David Lynch. Définitivement. Mais la question est-ce que l'esprit du livre a bel et bien pu être tout capturé en un seul film? Vu les critiques que le film a eues, probablement pas. Mais on ne sait jamais. C'est ce qu'on va découvrir à l'instant. Le film commence avec une présentation de l'histoire et du monde. Ok, on peut presque voir la personne devant elle qui tient le carton à lire. Elle parle du monde, de l'empereur, d'une prophétie, blablabla. Puis on coupe au royaume de l'empereur Shaddam, joué par José Ferrer, et la mère révérende, jouée par Silvana Mangano. Il reçoit la visite d'un alien au design très suggestif. Non, je ne ferai pas de blague là-dessus. L'alien leur parle de la guerre, de l'élu, de la prophétie mentionnée. On est ensuite introduit à l'élu Paul Atreides, joué par le très sous-estimé Kyle MacLachlan, dans son premier rôle majeur et sa première collaboration avec David Lynch. Par la suite, ils collaboreront sur Blue Velvet, la série Twin Peaks et le film Twin Peaks Fire Walks With Me. Ils se parlent en voix off. Ouais, habituez-vous aux narrations souvent exposées des éléments de l'histoire. Ce film-là en a beaucoup. Generations has been manipulating bloodlines to produce the Kwisatz Haderach. Je veux dire, je comprends que dans ce cas-ci, les narrations sont nécessaires pour qu'on puisse suivre et pour que le tout puisse être rempli en une si courte période de temps. Mais là, il y en a juste vraiment trop. Là. Et honnêtement, la moitié aurait pu être coupée et ça aurait fait pareil. Il reçoit après la visite de Patrick Stewart, Dean Stockwell et... ce gars-là, là, et c'est... Lui, là, et c'est... Merci, Walt. Donc, ils viennent exposer leur plan et donner un entraînement à Paul avec des boucliers faits en très mauvais CGI. Ouais, je pense pas que ça va protéger grand-chose, ça. C'est un autre problème du film, ça. La qualité des effets sont assez inconsistants. Certains effets, comme le design du alien ou du verre, sont dans le désert, sont assez bien faits, mais après, on a des effets comme... qui ont extrêmement mal vieilli. Honnêtement, ça a aussi bien vieilli que cette scène-là dans Doctor No. Par la suite, on a la préparation de Paul pour sa mission. Il va voir son père, rêve à... Sting? Ouais, vous m'avez entendu. Sting joue là-dedans. Il joue le neveu du baron d'une autre planète et...
Honnêtement, il est là un total de peut-être 10 minutes. Et la plupart du temps, il n'y a même pas de dialogue. Il fait juste rester là en regardant ce qui se passe. Pas exactement comme il est sur le stage. Ensuite, ça continue avec la préparation pour la mission, avec Mère Révérend qui fait passer un test à Paul dans une scène qui nous rappelle que c'est un film de David Lynch. Brings total obliteration. I will face my fear. Mind healer, mind speed, death brings total obliteration. Ça, c'est une chose que j'aime du film, c'est les scènes David Lynchiennes. Le film a des scènes très créatives qui auraient seulement pu être faites par David Lynch, ce qui crée un monde unique en son genre. Le seul problème, c'est que pour chaque scène David Lynchien, on a au moins 2 scènes qui sont juste du blabla, qui servent à raconter, à narrater l'histoire, alors que si le studio avait donné plus de liberté à David Lynch, on aurait eu un film beaucoup plus visuel, qui aurait beaucoup mieux fonctionné et qui aurait beaucoup mieux représenté le livre de Frank Herbert. D'ailleurs, le scénario final avec lequel David Lynch était venu faisait un total d'environ 4 heures, mais le studio ne voulait pas un film trop long, donc ils l'ont obligé à faire beaucoup de coupures et à remplacer beaucoup de scènes par de la narration. Et ça nous a donné ça, un film qui, honnêtement, paraît plus long que ce qu'il est vraiment. Mais je pense que quelque chose qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'un film peut être long et avoir du succès. Godfather, Godfather 2, Lawrence of Arabia, Gone with the Wind, tous des films très longs, mais qui ont fait beaucoup d'argent. Anyway, de retour au film. Par la suite, on va sur la planète Gay Prime, où on rencontre le baron, Sting, et aussi Brad Dourif, qui clairement veut pas être là. He wishes to inform you that vendetta, as he puts it using the ancient tongue, the plan to crush Raban, go quietly. Quel gaspillage d'un acteur si talentueux. On s'en va au baron, et d'ailleurs, je dois dire, j'adore le baron dans ce film-là. Il est tellement over the top et différent des autres personnages. Duke will die before these eyes, and he'll know. He'll know! Je veux dire, Brad Dourif aussi est assez over the top, mais la différence, c'est que l'acteur qui joue le baron a tellement l'air d'avoir du fun à le faire. On dirait le personnage d'un autre film qui s'est incrusté. Donc, il y a plus de blabla, il planifie d'attaquer, on retourne à Park, il va à sa mission, il rencontre le docteur, joué par Max von Sydow. Il y a une scène vraiment longue où il vole dans le désert, un ver finit par attaquer. Ah, et on a un cameo de David Lynch aussi. Spotter control. There's no sign of the carry-all. It isn't. Paul se fait presque tuer, on a une brève scène avec Linda Hunt. Encore le gaspillage d'un grand talent. Pas qu'elle est mauvaise, mais elle a 2 minutes à peu près. Linda Hunt! Utilise-la plus! Et là, on est 1 heure dans le film, et c'est là qu'on commence à vraiment réaliser quelque chose, c'est que les personnages sont vraiment sous-développés. Je veux dire, à part le baron et peut-être Brad Dourif aussi, il n'y en a aucun qui a une personnalité distinctive ou qui a vraiment du développement. Même Paul, qui dans le livre est un personnage pas mal plus attachant, même s'il est joué par un excellent acteur, ici, il est juste un gars qui est un élu, qui se fait dire une prophétie, qui était déjà au courant et qui est juste comme « Oh, ok, whatever. Je savais déjà que je vais la remplir, fait que whatever, ok. » Après ça, il y a des attaques, Dean Stockwell est un traître, guerrier qui marche dans l'espace, encore du mauvais CGI, le duc se fait tuer, Paul et sa mère se font kidnapper, il se libère avec un pouvoir qui, jusque-là, on n'était pas au courant. There's no need to fight her from me. Est-ce qu'il avait montré ça avant? Non, me semble. C'est juste là que c'est révélé qu'elle peut contrôler les autres avec sa pensée. C'est là qu'on le découvre. Je veux dire, imagine si dans Carrie, c'était juste à la scène de la vengeance qu'on découvre qu'elle a fait de la télékinésie. Ils se ramassent sur une planète inconnue, ils se font poursuivre par un ver dans une scène quand même cool, je dois avouer, avec une créature quand même bien faite. Ils rencontrent une nouvelle tribu qui leur demande de les entraîner. Paul rencontre Shani, je prépare Sean Young. Oh oui, c'est Sean Young là. Ils débutent leur histoire d'amour et par la suite, Paul recrute 100 guerriers pour former une armée pour se battre contre les Harkonnen. L'armée du baron over the top qu'on a vu tantôt, au cas où vous l'auriez oublié, parce que honnêtement, à part peut-être dans l'attaque, on a vu les méchants à peu près 3 minutes. Ouais, les méchants ne laissent pas une grosse impression dans ce film-là. Duke will die before these eyes, and he'll know. He'll know!
Sauf pour ça. Il entraîne son armée leur montre entre autres à tuer les vers ou à les utiliser comme un cheval. Après ça, il y a plus d'exposition et Paul a probablement la réaction la plus bizarre quand il réalise pourquoi on veut le tuer. Worm is the spice. The spice is the worm. Coudonc, est-ce qu'il se fait serrer les couilles en même temps? Je m'excuse pour la mauvaise sensation que j'ai infligée à tous les messieurs qui regardent cette vidéo. On a donc une dernière bataille où le baron meurt, dans un autre effet qui n'a pas très bien vieilli. Et on a droit à un combat au couteau entre Paul et Sting. Paul tue Sting, la paix est rétablie et le film finit. Vous savez, malgré tout ce que j'ai dit sur le film, je pense pas que c'est aussi mauvais que ce que la plupart du monde disent. Est-ce que c'est aussi bon que le film de Denis Villeneuve, ou même un bon film? Non, je dirais pas ça. Mais je dirais que c'est un film que, le plus que je le regarde, le moins pire ça devient. Il y a des choses dans le film que j'adore. J'adore les scènes terribles de chien. J'aime l'atmosphère du film, qui représente bien l'esprit du livre. La musique par Toto est vraiment bonne. Mais le problème avec le film, c'est qu'il essaie de trop en mettre en une si courte période de temps. C'est difficile à suivre. Les personnages n'ont pas le temps de recevoir le moindre développement. Ça se lit trop à la narration et aux voix off. Et on peut clairement voir qu'il y a des bouts qui manquent. Mais je pense pas que David Lynch mérite le blanc pour ça. Il a lui-même dit qu'il haït le film, que c'était pas du tout ce qu'il avait imaginé, qu'il n'avait aucun contrôle sur le montage final et que ça a définitivement été le pire moment de sa carrière. Heureusement, Dune n'a pas ruiné sa carrière. Il a su revenir en force par la suite avec Blue Velvet, qui non seulement a ravivé sa carrière, mais aussi celle de Kyle MacLachlan, qui, après Dune, a eu beaucoup de difficultés à trouver du travail, et aussi celle de Dennis Hopper, qui connaissait une période assez basse à ce moment-là. Donc, même après Dune, David Lynch a su revenir en force. J'espère que vous avez aimé ma review du film Dune. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui viendront très bientôt. À la prochaine.